Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Daniel, professeur d'économie à l'ESCP. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, dans cette balance entre le sanitaire et l'économique, on en reparle de nouveau, cette balance. On a le sentiment que le sanitaire a repris un petit peu le dessus ces derniers jours, notamment en France. On se dit quoi? On se dit que c'est nécessaire pour éviter de perdre le contrôle sur la pandémie, sur le nombre d'infections. Ou est-ce que l'exécutif en fait trop quand on voit le nombre de morts? Encore qu'hier, on est passé de 25 morts par jour à 80. Vous me direz, c'était vers 24 heures. Oui, alors c'est très difficile de porter un jugement sur l'aspect sanitaire. Tout le monde dit je ne suis pas spécialiste et ensuite tout le monde donne son avis. C'est une des grandes caractéristiques de la période dans laquelle nous sommes. Vous allez faire pareil. Donc je vais faire pareil. Et ce qui me frappe, c'est que les spécialistes, donc les médecins, eux, donnent un avis qui est en général assez contradictoire. De l'un à l'autre, on a des avis extrêmement divergents. Ça marche aussi avec les économistes. Oui, absolument. Mettez 3 économistes dans une pièce, Oui, oui, vous non, aurez non, combien d'avis? je ne conteste 4, pas. Oui, absolument. Mais ce qui me frappe, c'est qu'on interprète toujours ces avis dans un arbitrage entre la croissance économique et la santé économique, et puis le nombre de morts que va générer la pandémie. Moi, je pense qu'on est plutôt dans un triangle d'incompatibilité. C'est-à-dire que vous avez 3 éléments qui jouent et vous n'avez que 2 positifs qui peuvent être mis en place et un sur lequel il faut faire des sacrifices. Les 3 éléments sont le fonctionnement de l'hôpital, le nombre de morts et la santé économique. Et je pense que vous ne pouvez avoir que 2 sur 3. C'est-à-dire que si vous avez la santé économique et le nombre de morts faibles, il faut être très très minutieux, très exigeant dans le fonctionnement de l'hôpital. Si vous préservez le fonctionnement de l'hôpital et si vous voulez diminuer le nombre de morts, vous êtes obligé de sacrifier l'économie. Et si vous voulez préserver l'économie et préserver le fonctionnement de l'hôpital, à ce moment-là, vous acceptez d'avoir plus de morts. Et on en est où alors aujourd'hui? Alors on a choisi, clairement on a choisi au printemps dernier de faire, de sacrifier l'économie. Certes, mais aujourd'hui, pour préserver en cette rentrée, on a le sentiment que le curseur repart du côté, ce qui est normal, on a peur de se reprendre une nouvelle vague de contamination et de mort. Mais ce que je pense, c'est que telle que la situation est à laquelle nous sommes confrontés, c'est que le Ségur de l'économie n'a pas modifié en profondeur le fonctionnement de l'hôpital. Un certain nombre de leçons ont été tirées, une certaine capacité de réponse a été accrue à l'hôpital. Je pense que la détermination et le sens du devoir des personnels hospitaliers est toujours au rendez-vous, mais je pense que le confinement de l'économie est impossible. Et donc, si on n'arrive pas à améliorer les performances de l'hôpital, comme on ne sacrifiera plus l'économie, on va vers une deuxième vague qui peut être extrêmement mortifère. Le véritable enjeu, effectivement, c'est est-ce que le fonctionnement de l'hôpital tel qu'il a été revu, corrigé, amendé, amélioré… 10-12 000 lits de réanimation aujourd'hui. Voilà, alors 10-12 000 lits de réanimation. Est-ce qu'on est en capacité de définir un véritable protocole sanitaire qui permet d'encadrer la maladie, qui permet effectivement de définir un remède, un médicament, après toutes les allers-retours qu'on a eus sur la chloroquine, sur tous ces débats qu'il y a eu autour de ça, est-ce que effectivement on est plus en état, au niveau de l'hôpital, de mieux répondre? Mais si ce n'est pas le cas, comme je crois qu'on peut plus se permettre de sacrifier l'économie, on risque de devoir affronter un nombre de morts beaucoup plus élevé que ce qu'on a connu au printemps. C'est pas ce qu'a fait pour l'instant le gouvernement, en mettant plus de restrictions au fur et à mesure. Nombre de personnes dans une même famille, au même endroit. On a vu du côté de Lyon sur le nombre de personnes en rassemblement public. Il est clair que sur le plan strictement économique, et la note de l'INSEE, la dernière note de l'INSEE l'a rappelé, la vitesse à laquelle l'économie a retrouvé un semblant de bonne santé est liée au déconfinement. C'est-à-dire que ce qui freine encore l'économie, c'est les mesures de confinement qui continuent à exister. Il y a des secteurs qui sont toujours confinés, il y a des secteurs qui sont toujours touchés par les conséquences du confinement, je pense au tourisme et à l'aérien. Et si on remet du confinement là-dessus, on va de nouveau ralentir l'activité économique. Donc, la conséquence de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on ne préjuge pas de l'avenir, mais du tour de vis sanitaire qu'on est en train de vivre, qui est léger, mais qui est quand même notable, c'est le fait peut-être d'enrayer ou de dérégler ce rebond, cette reprise de la croissance. Oui, tout à fait. Quand on regarde les prévisions qui ont été faites… Je ne veux pas qu'on soit noir, mais c'est comme ça. Non, exactement. Non, mais quand on regarde les prévisions qui ont été faites, ce qui est intéressant, c'est que les organismes de conjoncture au niveau international, comme le FMI ou l'OCDE, au niveau national, et notamment l'INSEE et la Banque de France, ont essayé d'être véritablement au plus près de la réalité et de façon extrêmement minutieuse pour suivre vraiment ce qui se passait. Au début, ils étaient très pessimistes. On avait annoncé une récession de 11 à 12% sur l'année 2020. Et puis là… 9-10.
9-10, 9-10, même la Banque de France dit si véritablement la tendance qui est apparue à la sortie du confinement se confirmait, on serait plutôt vers 8% de contraction de l'activité économique. Or, cette tendance n'est plus là, puisque de nouveau, on reconfine. Et donc, l'enjeu, c'est le confinement, et encore une fois, c'est un choix pour les politiques dans ce triangle d'incompatibilité que j'ai identifié, et dans les possibilités qu'ils ont au sein de ce triangle d'incompatibilité. Ouais. Bah oui, mais on n'est pas tellement avancé là. C'est-à-dire qu'il y a des choix, c'est un dilemme pour oui, pour ce qui m'a frappé, c'est effectivement, notamment au niveau européen, moi j'avais été frappé par le fait qu'on a eu beaucoup de débats sur la création de nouveaux plans de relance, la capacité à dépenser de l'argent qu'on n'a pas étendu et tout ça, alors que la présidence croate, puisque au premier semestre, le pays qui assurait la présidence de l'Union européenne, c'était la Croatie, avait essayé de faire quelques réunions de coordination des politiques sanitaires, puisque nous avions en Europe un pays qui avait fait un choix radicalement différent de celui des autres pays, qui est la Suède, et d'essayer de vérifier quel était le fondement de ce choix, quelles pouvaient être les conséquences de ce choix. Or, la Suède a effectivement réussi à préserver en partie son économie, puis progressivement, elle s'est alignée sur les autres pays, elle l'a confiné, elle va essayer de lancer un plan de relance. Donc, il y a une expérience de l'ensemble des pays européens qui devrait être davantage partagée. Ouais. Et la question qu'on se pose, pour faire le lien entre le sanitaire et l'économique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour enrayer, encore une fois, la flambée de contamination? Quelles sont les nouvelles mesures sanitaires qu'on peut prendre sans que ça fasse, sans remettre à genoux l'économie? On se rend compte de l'extrême difficulté. Ah oui, c'est du réglage extrêmement fin. Mais on voit bien, les dirigeants ne peuvent pas avoir en tête qu'on va vivre pendant 2 ou 3 ans avec des masques en permanence. C'est-à-dire que un certain nombre de mesures qui sont comme le confinement, on peut arrêter pendant 55 jours l'économie, empêcher les gens de travailler pendant 55 jours, mais ce n'est pas durablement supportable. Et les discours qui sont mis en place pour décrire ce qui se passe sont des discours qui sont à côté de la plaque. Quand on dit nous sommes en guerre, mais nous n'étions pas en guerre et nous ne sommes pas en guerre. Dans une guerre, on détruit du capital et on mobilise le travail. Là, on a fait l'inverse. On a gardé le capital, les usines sont toujours là, les maisons sont toujours là, les ponts n'ont pas été bombardés. En revanche, on a empêché les gens de travailler. De même, pour éviter des morts. Pour éviter des morts. Dans les deux cas, comme le rappelait, il y a une référence qui est une référence à la guerre, c'est la mort, mais la mort, c'est pas toujours la guerre, c'est autre chose. Et donc, il faut trouver à la fois, à mon avis, notre discours pour mobiliser la population, pour la sensibiliser, et puis il faut trouver un certain nombre de mesures qui soient des mesures relativement originales, mais qui ne soient pas des recettes applicables à des situations différentes de celles que nous connaissons. Et comme par exemple Par exemple, là aussi sur le plan économique, je pense que le plan de relance est à côté de la plaque. Sans faire dans l'ironie facile, je pense que réouvrir une ligne de train de nuit entre Paris et Nice, ça ne résoudra ni nos problèmes sanitaires, ni nos problèmes de croissance économique. Quand notre président de la République dit que le lendemain de la pandémie sera écologique, souverain et davantage solidaire, je pense qu'il est à côté de la plaque. Je pense qu'on a besoin d'une économie qui soit davantage libérée, qui soit une économie qui soit plus concurrentielle, qui soit une économie qui soit économie plus désendettée. verte, il aurait pu le dire il y a 6 mois avant la pandémie. Exactement. Pour vous, il ne faut pas faire ce lien entre solidaire, ça dépend ce qu'on entre climat et pandémie. Ah mais je pense qu'il n'y a aucun lien entre la pandémie et l'évolution du climat. Beaucoup de gens font ce lien. Oui, absolument, y compris d'ailleurs dans un discours quasiment néo-païen. C'est-à-dire, vous avez eu des gens qui ont dit, mais la pandémie, c'est une punition qui nous a été apportée par la nature contre les dérives du capitalisme. C'est étayé, ça, ou pas? Non, jusqu'à preuve du contraire, la nature ne punit personne. La nature n'a pas de volonté. En revanche, l'humanité a besoin de vivre en harmonie avec la nature si elle veut assurer sa propre survie. L'enjeu, c'est moins, à mon avis, la survie de la nature, parce que la nature s'adapte, survivra. Elle a existé avant nous, elle existera après nous. Mais en revanche, nous, on a besoin d'une nature dans une certaine forme et dans certaines organisations, si nous voulons survivre. Comment est-ce qu'on fait quand on est chef d'entreprise, Jean-Marc, quand on est particulier, quand on est ménage, pour à quoi se raccrocher dans cette incertitude radicale? Parce que, finalement, on ne sait pas tellement plus sur l'évolution des maladies. Pourquoi est-ce que ça ne revient pas en Italie? Pourquoi ça revient en France? Pourquoi on n'est pas tellement... Ça se transmet, en aérosol, ça on a à peu près compris. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas lever le pied dans les projets qu'on a à titre personnel, pour que les entreprises ne lèvent pas le pied dans leurs investissements? À quoi on se raccroche sur cette rentrée? Oui, alors je crois d'abord que les chefs d'entreprise et les entrepreneurs, notamment les petits entrepreneurs, les vrais entrepreneurs, comme le disait Schumpeter, eux, ce n'est pas des païens, eux, ils sont animés par une autre dimension
dimension qui est une dimension non pas dans leur religiosité, si on peut employer ce genre de discours, c'est une véritable capacité à se projeter dans l'avenir. Schumpeter disait ils sont habités. Donc être un entrepreneur, il est habité. Là, il y a deux choses que l'on peut faire pour le soutenir et qu'il doit garder en permanence en tête. La première chose, c'est tenir à son égard un discours clair. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte qu'il ait en face de lui des contraintes qui soient des contraintes clairement identifiées et des contraintes qui ne changent pas tous les 2 ou 3 jours. C'est-à-dire qu'il sache où il faut mettre les masques, combien il faut mettre de masques, comment il faut organiser le travail dans son entreprise. Et la deuxième chose, il a subi un choc sur ses fonds propres, sur ses trésoreries, sur ses moyens financiers. On n'a pas démoli de capital physique, mais on a démoli du capital financier. Et je pense que la première priorité, c'est de rendre de l'argent aux entreprises. C'est-à-dire que ce que devraient demander les syndicats patronaux, c'est purement et simplement une vraie réforme fiscale assise sur la suppression en particulier des impôts de production que l'on a On a déjà fait stigmatisés. un petit bout du chemin, là, 10 milliards, 10 milliards par 10 an. milliards, on dit qu'on va faire un plan de 100 milliards et on met que 10 milliards sur le véritable enjeu et le véritable problème. Enfin, il y a encore 6 mois, on ne pensait pas qu'on mettrait autant. Hein. Ou il y a 9 mois, pas 6 mois. 9 Oui, mois. il y a encore 9 mois, on ne Ouais, pensait pas qu'on mettrait hein. autant, mais il y avait quand même un discours autour de ces impôts de production. Il y avait eu un rapport du Centre d'analyse économique qui avait été assez clair et bien argumenté et bien structuré. Ce que vous redoutez le plus dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochains trimestres? Ce que je crains le plus, c'est ce sentiment de l'argent magique, l'argent facile, cette idée que c'est par la création de monnaie, par la Banque centrale qu'on arrivera à résoudre le problème. Bah, c'est comme une réalité. Hein. On a quand même aujourd'hui des taux qui sont négatifs, on a la BCE qui est là avec, Oui, avec mais la ça- planche à billets. C'est pas l'occasion d'investir dans l'économie de demain, Oui, justement, de baisser les impôts des entreprises, de relancer, non? oui, Pour une fois, on fait pas un soutien keynésien. Vous devriez être content. Il est jamais content, je remarque. Hein. Non, mais c'est vrai. Sur 100 milliards, je l'ai fait ricaner, tiens. Non, mais sur 100 milliards, on a 30 milliards vraiment Oui, pour les mais ménages, moi- 70 pour les boîtes, on va dire au sens large. Mais- Et vous nous dites, ah bah, gna, 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 gna. Gna, 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 parce que je pense que gna, 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 ça correspond à une angoisse générale de la population qui n'arrive pas à comprendre d'où vient cet argent et donc qui se réfugie dans l'épargne et dans une forme de retrait par rapport à l'activité économique. Le livret A qui ne rapporte que 0,5% n'a jamais été autant doté. Et qui souscrit maintenant dans le livret A? C'est pas les gens les plus aisés, puisque de toute façon, depuis très longtemps, ils sont au plafond. C'est cette partie de la population qui est véritablement la population, la classe moyenne ou les gens qui sont en Bah, difficulté. qui ont peur Qui ont pour peur. pour leur avenir. C'est Qui ont peur pour légitime, leur- on ferait pareil. Mais oui, je suis tout à fait d'accord, mais la dette, ça fait partie des éléments qui nourrissent cette peur. Et donc, cette idée que tout Oui, mais ce- si la dette crée de la croissance et de la bonne croissance. Oui, mais vous connaissez beaucoup de dettes qui créent de la bonne croissance. Ce qui crée de la bonne croissance, c'est du travail. C'est donc la capacité que l'on donne aux entreprises d'avoir une lisibilité de leur avenir. Mais il y aura et des d'avoir les commandes, il y aura des moyens commandes, il financiers. y aura des commandes pour plein de boîtes, des PME. Il y a 30 milliards sur ce plan qui iront pour les PME dans plein de secteurs, à la fois du verre, mais pas seulement. Oui, sauf que quand vous mettez 30 milliards, vous générez autant d'épargne de la part des gens qui se disent mais d'où vient cet argent magique? C'est encore la préparation. Et donc ils ont d'une crise raison d'inflation. d'épargner les Français aujourd'hui. Quand on dit 100 milliards, je sais pas, c'est 80 ou 100 milliards d'euros d'épargnés par les Français depuis le début de la crise, quelque part, ils ont raison d'épargner. Je ne sais pas s'ils ont raison, mais je les comprends, si vous voulez. C'est qu'il y a eu une première phase où ils n'épargnaient pas. Il y a eu une phase où ils ne pouvaient pas aller dans les magasins. Donc ils ne dépensaient pas, non pas par un espèce de geste réfléchi d'épargne, mais parce qu'ils étaient dans l'impossibilité matérielle d'utiliser les sommes dont ils disposent. Maintenant, je pense qu'on est dans la phase où effectivement ils se mettent à épargner. Ce qui est intéressant, c'est que le transfert vers les livrets A montre bien qu'il y a une volonté d'épargne derrière tout ça. Et dans cette volonté d'épargne, je pense qu'il y a la conviction que face aux problèmes que nous devons affronter, les réponses qui sont faites sont des réponses assez convenues et des Ce réponses sont les réponses d'hier. d'hier, qui sont des réponses. C'est ce qu'écrivait Jacques Attali dans un de ses billets. Mais il a raison. Je pense que le grand drame de nos dirigeants, mais c'était déjà ce qu'on Je racontait résume sur le les guerres. problème Et d'aujourd'hui voilà, avec les solutions d'hier. La solution d'hier, on fait toujours la guerre d'hier. C'est-à-dire, Une guerre de retard. on a une guerre de retard et donc, et je vois derrière tout ça une forme de désarroi de nos dirigeants. Mais si je fais gna 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 gna, c'est de leur dire, écoutez, mobilisez-vous sur le plan intellectuel, ne vous laissez pas impressionner par des gens qui n'ont comme solution que le confort intellectuel des solutions Si d'hier. on a le vaccin, Jean-Marc, a priori l'an prochain, en 2021, est-ce que tout repartira comme avant? Est-ce qu'il y aura finalement vraiment un avant, un après? Si le jour s'il fonctionne, si les gens acceptent de se faire vacciner, qu'on a l'unité collective, qu'on a les vaccins, etc., etc. Oui, je pense que tout repartira comme avant. Une fois qu'on aura le vaccin, tout repartira comme avant? Ah oui, regardez la vitesse à laquelle l'économie a bénéficié du déconfinement du 11 mai. Et si on n'est pas au niveau d'avant, si on n'est pas véritablement dans la logique et dans
l'évolution économique de 2019, c'est parce qu'il y a encore du confinement. Mais si on a le vaccin, si on a la certitude... Il n'y aura pas les stigmates, il n'y aura pas dans les changements de comportement, encore une fois. Je pense qu'il y aura quelques stigmates, il y aura des lieux, on peut se poser la question de savoir est-ce que le transport aérien redeviendra ce qu'il était. Je rappelle quand même qu'il y a un an, on nous annonçait une poursuite de l'expansion du transport aérien. On appelle ça un super cycle. Oui, et donc super cycle de croissance. On nous annonçait effectivement, au travers de la privatisation d'Aéroports de Paris, que c'était une valeur qui était une valeur. On avait prévu de privatiser Aéroports de Paris en disant aux épargnants. C'est plus d'actualité. Voilà, ça va devenir une valeur extrêmement confortable parce que c'est un secteur très porteur. Puis là, maintenant, on nous dit c'est un secteur qui est condamné à reculer. Alors, je pense qu'effectivement, il y a une partie des enthousiasmes passés qui étaient excessifs. Je pense aussi que la condamnation à laquelle l'on met en avant sur ce secteur est tout aussi excessive. Mais toutes ces modifications, à mon avis, seront relativement marginales. Une dernière question un peu vaste, mais quand même, je voulais vous faire réagir. On a vu que Paris, via la voix de Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, rappelle sa volonté de suspendre dans la durée des règles de 3%, de respect de 3% des déficits publics. Il a dit oui à des règles budgétaires, mais en tout cas pas à celles-là. Est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il faut s'affranchir de ces règles? Pourquoi? Parce qu'attention, on est dans un contexte de taux négatif. Et donc, la règle de 3%, est-ce que qui a été édictée sur un coin de table dans les années 90, oui. À l'époque où les taux étaient à 7 ou 8, est-ce qu'à l'ère de taux négatifs, ça a encore du sens d'avoir 3% de déficit public? Est-ce que ce débat n'est pas anachronique? Alors qu'on a une crise qui est partie pour durer un petit moment et on sera au-dessus des 3% de déficit, même si on fixe une règle, on est parti pour rester pendant un petit moment. Ça confirme ce que je disais. On a un ministre qui vit encore dans l'État européen, de l'État de la pensée européenne des années 90. Il y a eu depuis un traité qui s'appelle le TSCG, traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Mais ça, c'était avant le Covid, ça, justement. C'était avant le Covid, mais ce que disait le traité, il disait trois choses très simples. Il disait les finances publiques doivent être à l'équilibre, non pas à 3% de déficit, mais à l'équilibre. Tendre vers l'équilibre. Tendre vers l'équilibre et être à l'équilibre sur la durée du cycle. Pendant certaines périodes, pendant certains moments du cycle, on peut avoir un déficit conjoncturel. Là, on vit un truc hors norme. Et puis, il y avait une clause dans ce traité qui, dans des circonstances exceptionnelles, on y est. Et donc, nous sommes dans ces circonstances exceptionnelles. Est-ce que le débat sur les 3% a encore du sens à l'ère, encore une fois, des taux négatifs? Alors qu'on n'est pas, avant qu'on soit à 3% de déficit public, à mon avis, on va attendre quelques années avant de les revoir. Oui, alors il y a deux choses dans ce débat. Il y a les 3% et tout ça, mais est-ce qu'à partir du moment où il y a des taux négatifs, on peut s'endetter à l'infini? D'abord, tous les taux ne sont pas négatifs, il y a des périodes où les taux sont positifs. Et ensuite, le fait que la Banque centrale rachète la dette fait qu'à la fin des fins, les taux sont égaux à zéro. Parce que la Banque centrale, quand elle récupère des intérêts, elle les restitue aux États. Au gouvernement, aux États. Oui. Il faut le rappeler, ça. Il faut le rappeler. Donc concrètement, d'ores et déjà, quoi qu'il arrive, le fait de faire acheter la dette par la Banque centrale annule les taux d'intérêt. La question qui se pose, encore une fois, c'est premièrement, si on a des taux d'intérêt qui sont des taux d'intérêt négatifs ou zéro sur l'État, ça a des conséquences sur l'ensemble des taux d'intérêt du secteur productif. Et donc on modifie complètement l'activité économique. La saine règle, c'est taux d'intérêt égale taux de croissance potentiel. Et Maurice Allais disait, si vous maintenez des taux d'intérêt très bas, dans un premier temps, vous pouvez espérer que ça n'aura pas de conséquences sur cette croissance potentielle, mais au bout d'un moment, ce ne sont plus les taux d'intérêt qui viennent au niveau de la croissance potentielle, c'est la croissance potentielle qui va vers les taux. Qui descend vers les taux. Et le deuxième élément, je crois que personne ne peut envisager durablement dans son comportement que ça soit tenable des taux d'intérêt négatifs. Je sais qu'on peut se reparler dans 2-3 ans, peut-être qu'on y sera encore. Hein. Ne pariez pas votre chemise, Jean-Marc. En tout cas, je pense que les taux d'intérêt très bas vers négatif baissent la croissance potentielle et c'est la leçon du Japon. Pour moi, la leçon du Japon, c'est que si l'économie... C'est la question de la poule et de l'œuf. Hein. Voilà, s'il y a un taux de croissance potentiel si faible au Japon, c'est en partie parce qu'il y a une politique monétaire et des taux d'intérêt, politique monétaire trop expansionniste et des taux d'intérêt trop bas. Dernière question en 30 secondes, là encore. Emmanuel Macron, le président, en décembre 2019, déjà, c'était au quotidien, enfin, à l'hebdo The Economist, il avait dit que ce débat sur les 3% était un débat d'un autre temps. Lui qui, en 2017, avait insisté dans son élection pour qu'on respecte les 3% de déficit public. Ce revirement, c'est quoi? C'est les gilets jaunes, c'est la crise d'aujourd'hui? Écoutez, il avait fait une campagne électorale où il était relativement libéral et relativement attaché à l'équilibre des finances publiques. Et maintenant, il veut une économie écologique souveraine, c'est-à-dire néoprotectionniste et solidaire, c'est-à-dire une espèce de social-démocratie redistributive sans imagination. Et pourquoi pas?
Mais je pense que ni le néoprotectionnisme ni l'égalitarisme social-démocrate ne peuvent apporter. Protectionnisme, s'il y a une demande de la part des Français pour qu'on arrête de se faire inonder de pneus qui notamment ont tué l'usine de Bridgestone, Oui, même si mais ce n'est pas aussi simple que ça, évidemment. C'est quand même assez surprenant que la zone euro, qui dégage le plus gros excédent commercial à la surface de la planète, soit le lieu où on défend le protectionnisme. Je trouve ça. Ça mérite un débat. paradoxal. Ça mérite un débat. Ça mérite un débat. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Jean-Marc Daniel, donc professeur d'économie à l'ESCP Europe. Merci. Mais je vous en prie.